Bienvenue dans Réussite, le mag éco, toujours en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. C'est devenu une tradition. Chaque année, au mois de mars, nous réinvitons des entreprises qui sont passées dans l'émission il y a 5, 10 ou même voire 17 ans pour savoir ce qu'elles sont devenues. Cela donne de très belles histoires d'entreprises. Découvrez les 3 PME sélectionnées dans ce sommaire. Nous vous raconterons d'abord l'histoire d'une renaissance. Depuis sa venue dans le studio de Canal 32 en 2011, France Volley a été au bord du gouffre, lâché par ses plus gros clients qui travaillent dans la grande distribution. Le président de l'entreprise, Patrick Froment, a réinventé son modèle économique en développant le e-commerce et en vendant lui-même ses produits sur Internet. Et ça marche, une histoire enthousiasmante. Deuxième invité de réussite, que sont-ils devenus? Hugues et Frères. Cette PME familiale, qui va fêter ses 120 ans cette année, fabrique des produits alimentaires, notamment à base de viande. Après son père, venu dans notre studio en 2004, Agathe Huguet est la 4e génération à la tête de cette entreprise qui développe les circuits courts et la vente dans ses propres boutiques, un exemple d'adaptation au nouveau marché. Enfin, à la fin de cette édition, direction la Technopole de l'Aube pour redécouvrir Provexi, invité en 2014 dans Réussite. Son président Franck Lecoq nous avait annoncé à l'époque qu'il doublerait d'ici 5 ans ses effectifs et son chiffre d'affaires. Pari gagné, cette PME experte dans le conseil réglementaire pour les investisseurs immobiliers se développe à vitesse grand V tout en veillant au bien-être de ses salariés. La start-up est même en train de devenir une coopérative. Et notre premier invité est Patrick Froment, le président de France Volley, une entreprise située à Arcy-sur-Aube. Patrick Froment, en 2011, quand nous vous avions reçu, vous étiez, si je puis dire, un fabricant, fournisseur de volets et portes que vous vendiez à la grande distribution essentiellement et aux constructeurs. Ce modèle économique, depuis, a volé en éclats, si je puis dire. Il a volé en éclats, et heureusement. Alors, comment ça s'est passé, ces 11 ans d'écart? Eh bien, quand j'ai réécouté la vidéo, le film il y a 11 ans, vous me posiez la question, puisque c'était au mois de janvier, et mes vœux pour 2011. J'étais confiant, nous travaillions avec la GSB, avec l'export, tout allait bien. Mais ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu, et dès 2012, ça a commencé à tomber un petit peu dur, en particulier le déréférencement de tout mon marché italien, qui était une grande surface de bricolage gérée par un groupe français, et puis une GSB française qui m'a déréférencé aussi, et d'un seul coup... Une grande distribution de la GSB, c'est ça. Et donc comment vous avez rebondi? Parce que vous avez constaté que vos clients principaux commençaient à vous dire on vous remplace, on va dire aussi qu'on vous remplace par de l'étranger, c'était un petit peu ça, parfois par la Chine. Par la Pologne? Parfois par la Pologne, des belles usines financées par l'Europe et donc par mes impôts, mais ça, au bout du compte, je perds mon marché. Et comment vous décidez de rebondir? Au début, je décide rien du tout. Je vis l'instant, je serre les fesses, je continue. Et puis après, les GSB arrivent sympas de Vendeuvre qui s'arrête, qui dépose le bilan. Qui était un de vos partenaires? C'était un de mes partenaires. Et puis dégâts collatéraux, c'est sympa, seul fabricant de fenêtres bois pour Brico Dépôt. Brico Dépôt prend peur et il dit plus de fournisseur unique et il me retire la moitié de mon marché de volets. Donc en fait, sur les 4 ans qui ont suivi 2011, quand j'étais ici, eh bien, tout s'est arrêté, quoi. Et j'ai fini l'année 2015 à la moitié du volume que j'avais en 2011, quoi. C'était une catastrophe, quoi. Et là où votre idée, c'était de vous intéresser à Internet et petit à petit de proposer de nouveaux produits à de nouveaux clients. Oui, j'avais commencé assez tôt, puisque je n'en avais pas parlé en 2011 lorsque j'étais ici, mais nous avions déjà en projet de démarrer Internet, et ça s'est fait petitement. Et effectivement, en 2014-2015, c'est devenu notre stratégie principale, puisque là, nous avions matière à réagir et sans dépendre des autres. Et ça a sauvé carrément l'entreprise. Ah, ça a carrément sauvé l'entreprise. Aujourd'hui, nous n'existerions pas si nous n'avions pas fait ça. Nous en parlerons tout à l'heure, mais c'est devenu une part très, très importante de notre activité. Alors, le sauveur de l'entreprise, c'est volersurmesure.com. Volersurmesure.com pour les particuliers. Pour les particuliers. En 2011, les ventes sur Internet, au moment où vous étiez invité de Réussite, atteignaient simplement 400 000 euros. 400 000 euros, oui. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires, toujours sur Internet, est de 5 millions d'euros. Alors, on a voulu s'intéresser forcément à cette évolution. Comment vous vous êtes organisé pour mettre en place ce e-commerce, tant sur la fabrication que sur la logistique? Je vous propose de regarder le reportage de Ghislain Schumacher.
En difficulté financière il y a une dizaine d'années, France Volée a aujourd'hui de belles perspectives d'avenir. Cette entreprise, qui produisait principalement pour de grands distributeurs du secteur du bricolage, s'est redressée grâce à la vente de produits sur mesure sur Internet. Quand nous avons démarré en 2011, ce type de site pour des volets n'existait pas. Donc nous sommes partis de rien du tout. Nous l'avons en permanence amélioré, développé, agrandi. Et entre-temps, nous avons embauché un webmaster développeur et nous comptons nous développer principalement sur les ventes sur Internet. Et là, nous touchons les particuliers pour tout ce qui est remplacement des volets existants et aussi des petites entreprises. Et ça représente dans notre vente sur Internet à peu près 40%. C'est-à-dire que nous faisons 60% avec les particuliers, 40% avec les professionnels. Résultat, l'activité de l'entreprise sur le web représentait 42% de son chiffre d'affaires en 2020. Même si les méthodes de fabrication ont peu changé, cette mutation vers le sur-mesure a nécessité de nombreux aménagements dans l'organisation de la production. Patrick tirera les grenages et Ludo tirera au Provence. On a surtout modifié, c'est l'organisation des gens. On s'est servi de la mise en place du tableau qui se trouve derrière moi. On a un support comme ça dans tous les ateliers pour chaque responsable. Comme ça, tous les matins, ils font un petit point de 5 minutes pour caler leur effectif et les gens sur les postes. Maintenant, on a plusieurs séries par jour, contrairement à avant, qu'une série pouvait faire plusieurs jours. Et les mêmes personnes suivent l'évolution des fois du produit, font plusieurs postes dans la journée, donc il faut organiser vraiment différemment. Une fois produits, les volets en bois, en PVC ou en aluminium sont stockés dans cet entrepôt en attendant leur renvoi directement chez les clients. L'entreprise a donc dû revoir son modèle logistique en accord avec les transporteurs locaux. On est obligé de s'organiser pour les petites commandes, les emballer individuellement, volet par volet, ou alors les plus grosses commandes à mettre sur palette, mais ça ne sera qu'une livraison d'une palette pour chaque client. Donc on fait des livraisons au coup par coup et nos transporteurs se sont très bien adaptés. Nous avons pour les clients particuliers une trentaine de commandes qui sont expédiées chaque jour. Depuis 2011, France Volée a multiplié son chiffre d'affaires par 12 sur le web, avec une croissance de 25% chaque année. Patrick Froment, multiplié par 12 en 10 ans le chiffre d'affaires, en tout cas sur Internet, ça demande aussi de la communication. Comment on fait pour se faire connaître et surtout reconnaître sur un tel marché? Tout passe par Google. Il faut travailler, avoir un bon développeur qui connaisse les règles, qui mette les balises dans les coins, là, comme ils disent, de telle sorte que Google nous voit et après ça marche tout seul. C'est un peu magique. C'est magique. Donc aujourd'hui, vous tapez volet sur mesure sur Google en mots-clés, volet bois, volet aluminium, volet n'importe quoi. La probabilité que nous soyons dans les 3 premiers de la liste est très forte. Il y a aussi un gros travail de personnalisation sur votre site internet. C'est très intuitif. Vous prenez le consommateur par la main. Il y a aussi un gros travail là-dessus. Oui, effectivement, parce que Google, ça donne l'accès au site. Et après, il faut que le client passe la première page. Ce qu'on appelle sur Google le rebond. Beaucoup d'internautes arrivent sur le site et nous quittent à la première page. Il faut qu'ils restent, il faut qu'ils travaillent. Et là, tout notre savoir-faire, c'est ce qu'on appelle le configurateur, c'est-à-dire ce qui permet de définir le volet que va vouloir le client en une vingtaine d'étapes. Les questions lui sont posées, il choisit en fonction de la réponse à la question, les questions suivantes sont adaptées à sa première réponse, etc., etc. Donc là, il faut être très très souple, comprendre les besoins du client, parler avec ses mots, lui donner des compléments d'information, soit des photos, soit des images, soit des vidéos, pour qu'il soit à l'aise et qu'il soit en confiance. Lui rendre la vie facile. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois qu'il a terminé sa configuration, si ça lui plaît, il paye. Donc il faut qu'il soit réellement en confiance. Et du coup, l'ensemble de vos projets est lié à une numérisation complète de l'entreprise, non seulement du commercial, mais aussi jusqu'à la logistique. Complètement, parce que là, ça c'est l'étape effectivement de la saisie par le client. Au bout d'un moment, c'est un devis, il ne passe pas tout de suite la commande. Ce sont des produits sur mesure. Quand il passe commande, s'il paye, il ne peut pas revenir en arrière. Nous, nous engageons la fabrication. Donc, il n'y a pas de droit de retrait là-dessus. Et donc, derrière, cette commande va passer en production. On va la mettre en fabrication sans reprise, donc sans erreur. Et puis, un jour, on va la conditionner, la charger et la livrer. Et il faut que toutes ces étapes-là soient complètement digitalisées.
Dans les 10 dernières années, en matière de personnel, vous avez connu des hauts et des bas, si je puis dire. Oui, je parlais il y a une dizaine d'années de 150 personnes. Nous sommes descendus à 75 en 2015. Et l'été dernier, nous étions 95. Et vous cherchez à recruter? On va avoir besoin de recruter, puisque de toute façon, nous programmons une progression de 25% l'an sur Internet sur les deux années qui viennent. Nous aurons besoin de recruter. Quel profil? Des gens, des opérateurs de production formés à leur poste principalement. Quel regard, Patrick Froment, vous portez sur ces 10 années passées? Est-ce que vous avez eu la bonne vision au bon moment? Vous avez eu de la chance? Le marché s'est bien goupillé avec votre vision? Quelle vision vous avez de ces 10 années passées? Probablement de la chance. Quand je regarde dans le rétroviseur, pourquoi j'ai démarré cela? Je sais comment c'est né. C'était un dimanche, je faisais mon footing dominical. Et puis, je venais de commander sur Internet une bâche à bulles pour ma piscine. Donc, longueur, largeur, couleur, épaisseur, etc. Et en courant, je me suis dit, mais finalement, entre une bâche à bulles et un volet, il n'y a pas grand-chose. Donc, on doit pouvoir faire des volets. Et on a démarré comme ça. Donc, peut-être que ça me serait venu un autre jour, peut-être que ça ne me serait jamais venu, mais ça a été le départ. Et après, bien, on a progressé. On a commencé par une gamme de volets, puis plusieurs matières, puis plusieurs volets. Et puis aujourd'hui, tout le monde dans mon entreprise, quand en vacances, regarde les yeux en l'air. On essaie de trouver des nouvelles esthétiques de volets, on rajoute des nouvelles esthétiques de volets, et puis voilà. Comme quoi il faut courir quand on est chef d'entreprise. Oui. Quand les endorphines arrivent, là, une fois le premier kilomètre fait, je veux dire que je courais beaucoup. J'étais marathonien à l'époque, donc quand je courais, c'était plusieurs heures. Après, on est sur un nuage et tout va bien, et les idées viennent. Vous êtes ingénieur de formation, vous étiez plutôt dans une entreprise de fabrication, et vous êtes finalement passé dans une entreprise, si on peut dire, de commerce. Je le dis aujourd'hui, mon usine et ma société est une société de vente de volets que nous fabriquons, alors que historiquement, nous étions une usine de fabrication de volets qu'on nous achetait. C'est tout à fait différent. En tout cas, c'est une très belle histoire que vous nous avez racontée, histoire d'une renaissance, entre guillemets, si je puis dire. On vous souhaite évidemment le plus grand marché possible. Je suis sûr que vous allez revenir très prochainement dans Réussite pour nous parler de nouveaux projets. Mais on a compris, ça sera lié à Internet. Merci beaucoup, Patrick Froment. Je vous en prie. On se retrouve tout de suite après la pub pour un nouveau portrait dans Réussite. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui, est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Vous êtes professionnel ou particulier? Énergie 10, spécialisée dans le génie climatique, vous propose des solutions adaptées à vos besoins. Nous installons, dépannons, entretenons les systèmes de climatisation réversible et pompe à chaleur. Pour les particuliers, nos installations de climatisation monosplit, multisplit ou de type gainable permettent de traiter une ou plusieurs pièces de l'habitation. Pour les professionnels, nous proposons des systèmes centralisés répondant aux contraintes des installations. Énergie 10, 75 avenue Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers. 03 25 45 90 15. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Deuxième partie de Réussite, le MAG Éco, notre émission spéciale du mois de mars. Que sont-ils devenus? Où nous réinvitons des entreprises qui sont passées dans l'émission pour savoir
comment elles ont évolué depuis. Et là, Bruno, cela ne nous rajeunit pas. Branchez la DeLorean et puis repartez en 2004 dans un décor studio un peu surréaliste, digne de Retour vers le futur 2, c'est ça? Oui, Fabrice, parce qu'à l'époque, nous recevions Alain Huguet, qui était à la tête de Huguet et Frères, une entreprise qui fabrique des produits alimentaires, notamment à base de viande. Alain Huguet fait partie des premiers invités de réussite en 2004. Il nous avait raconté l'histoire de cette entreprise, plus que centenaire, 120 ans, je crois, cette année, et transmise surtout de génération en génération. La tradition a été respectée, puisqu'aujourd'hui, nous recevons sa fille, Agathe Huguet, qui est à la tête de la société. Agathe Huguet, est-ce que c'était naturel de reprendre cette entreprise qui s'est transmise de génération en génération? Naturel, oui et non. J'ai toujours voulu être bouchère, même quand j'étais petite. Ça a toujours été ma volonté. Mes premières expériences professionnelles n'ont pas été faites chez Huguet. J'ai fait mes armes ailleurs. Et puis, quand on a eu besoin de moi, on m'a proposé de me rapprocher de la famille et je l'ai fait. Après, c'était dans l'ADN, d'une certaine manière. Ça devait être un peu ça. Depuis 2004, date de la présence de votre père dans ce studio, vous n'avez cessé de croître en volume et en gamme de produits. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette progression depuis 17 ans? Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, déjà le fait qu'au niveau commercial, on ait développé notre activité en ayant des commerciaux sur la route, en fait. Donc, automatiquement, ça a permis de pouvoir s'étaler sur d'autres régions. Entre-temps, on a ouvert une nouvelle unité de fabrication, donc située sur la commune de Le Chêne, donc à côté d'Arcis-sur-Aube, parce que le site qu'on avait à Maillecamp était devenu trop petit. Et puis, entre-temps, après, on a ouvert de nouveaux magasins, donc dans le même esprit que celui qu'on avait en 2004 déjà donc sur le marché de Gros des Écrevols, en permettant de proposer cette façon de travailler qui n'est pas celle d'un boucher classique, puisque tout est en proposition libre-service. Donc sur d'autres villes de la région. Des nouvelles gammes de produits aussi, ce que vous fabriquez aujourd'hui n'est pas exactement la même chose qu'en 2004 ? Alors, pas la même chose, oui et non. On reste toujours dans la même gamme, puisqu'on travaille à partir de viande. Après, il est vrai que même si on garde les grands classiques, le bourguignon, le sauté de porc, la chipolata, la merguez, ce sont les incontournables de la boucherie. Mais on essaye d'innover sans cesse pour pouvoir proposer de nouveaux produits et apporter un petit peu de nouveauté dans nos gammes. Alors vous êtes étendu à Arcis-sur-Aube, vous le citiez tout à l'heure, mais vous avez gardé l'ancien site, donc vous répartissez la production sur les deux sites? Tout à fait. Donc à Maillecamp, en fait, le site historique a été un petit peu remodelé pour pouvoir être plus dans les normes sanitaires. Et aujourd'hui, à Mailly, on ne fait que la partie traiteur et la partie pâtisserie charcutière, donc tout ce qui est pâtisserie salée. Et sur Le Chêne, en fait, par contre, là, on a tout ce qui est activité de charcuterie, de boucherie, et tout ce qui est après produits élaborés, volaille, tout ce qui est vraiment plus en dur, quoi. Et justement, Christian Vieira est allé visiter votre nouveau site, entre guillemets, d'Arcis-sur-Aube. Que produit-on là-bas et comment s'organise la production? C'est le reportage de Réussite. Construit en 2007, le deuxième site d'Huguet Frères compte 65 salariés. Il se relaie entre 4h30 et 19h pour transformer tout type de viande en provenance d'éleveurs locaux. 10 à 15 tonnes de viande sur pied sont achetées à la ferme chaque semaine. Ici, les carcasses proviennent de l'abattoir de Troyes. On a du bœuf, on a du veau, on a de l'agneau, soit de l'Aube, du département de la Marne ou de la Haute-Marne, un petit peu de Seine-et-Marne. On sélectionne nos bêtes chez l'éleveur, soit en direct avec l'éleveur, soit comme un prestataire avec lequel on travaille de manière récurrente. L'activité boucherie se déroule dans cet atelier qui rassemble toutes les étapes de la découpe au conditionnement, que ce soit pour le particulier, les collectivités ou la restauration. C'est l'opération des offeurs, faite par des opérateurs qui sont spécialisés dedans. Après, on a une partie épluchage, donc préparation de la viande, dégraissage, dénervage. Du gros morceau, là, on va commencer à détailler, à piécer, à respecter un grammage qui nous est demandé. Donc l'étape d'après, c'est le conditionnement, donc sous atmosphère ou en sous-vide, pour aller jusqu'à l'étiquetage. Je mets la boîte sur la balance, j'appuie sur entrée et elle se pèse toute seule. Des salles sont dédiées aux autres activités du groupe, les produits élaborés et la charcuterie qui représente à elle seule plus de 50% du tonnage global de viande transformée. Il y aura une partie charcuterie cuite, une partie charcuterie crue. On a des demandes en produits barbecue, donc là on est en train de faire des merguez, des saucisses. On se veut de garder une qualité comme on l'a toujours connue au travers de nos parents. Si les gestes respectent la tradition, ici les locaux sont adaptés pour transformer en toute sécurité des volumes plus importants. On est dans l'atelier cuisson et fumage. C'est vraiment un point très critique au niveau bactériaux. C'est pour ça que les personnes qui travaillent vraiment dans cet atelier-là n'ont pas le droit d'aller voir
les personnes qui travaillent au cru. On a un délai de 2 heures pour permettre à nos produits d'arriver à 0 degré à cœur. C'est pour ça qu'on souffle de l'air à entre moins 8 et moins 9 degrés. L'entreprise assure elle-même une partie de la livraison pour moitié dans ses 7 boutiques. 2500 références, mais qu'ils se déclinent en fonction des conditionnements sur 4000 codes produits. On a les filles qui ici prennent les commandes des professionnels, qui assistent aussi les magasins quand il y a besoin de commandes particulières, sans oublier aussi les commerciaux. Par rapport à 2004, l'activité a doublé. 2880 tonnes de marchandises sont transformées pour un chiffre d'affaires stable, malgré la Covid, de 18,9 millions d'euros en 2020. On envisage aussi d'ouvrir un nouveau magasin à Saint-Dizier au mois d'avril. L'agrandissement du site est impératif. Depuis 2004, Huguier Frères a recruté 18 salariés. Son agrandissement a été anticipé grâce à l'acquisition d'un foncier suffisant. Ayat Huguier, on a vu en fin de reportage votre nouveau magasin potentiel, je crois au mois d'avril. Vous vous êtes aussi basé pour votre développement sur des implantations de magasins. Oui. Le fait de travailler en fait via nos magasins nous permet en fait automatiquement de pouvoir avoir la main sur nos magasins, de pouvoir apporter aux consommateurs locaux de la marchandise qui se veut locale, puisqu'on travaille, comme on l'a dit dans le reportage, avec des éleveurs du secteur. Et tant pour nous, je pense que pour les éleveurs et pour le consommateur, il paraît aujourd'hui important de pouvoir valoriser cet apport local. C'était une stratégie gagnante d'être finalement commerçant aussi, en lien direct avec le consommateur ? Cette année, ça a été plus que gagnant dans la mesure où si on n'avait pas eu nos magasins, on aurait tout arrêté du jour au lendemain. Il va de soi que le 13 mars, quand on a réuni tous nos salariés pour les informer que la collectivité s'arrêtant et puis la restauration commerciale avec lesquelles on a une activité tout au long de l'année, on avait tous peur dans la mesure où on ne savait pas comment ça allait se passer. Et il est vrai qu'on a eu un discours qui n'était pas très très positif dans la mesure où on pensait que ça allait vraiment nous faire beaucoup de mal. Et puis en fait, l'activité de nos magasins a été très très développée en fait, et ça nous a permis de garder la tête haute pendant toute cette période. Par ce biais, vous développez un système de circuit court, si je puis dire. Combien de magasins maintenant qui sont ouverts ? Alors aujourd'hui, en fait, on a 7 magasins donc, qui portent la bannière Huguier Frères. Et puis on travaille aussi on va pas dire en partenariat, mais ce sont des clients qui se trouvent sur la région et sur le limitrophe de la région, qui sont en fait des gens qui travaillent le local et qui en plus en fait veulent proposer des viandes locales et qui sont venus vers nous en fait pour pouvoir faire ce complément d'aliments. Vous parlez d'une ouverture de magasin au printemps dans le reportage. Oui. C'est destiné à se multiplier encore un petit peu ? Alors on voudrait en fait en ouvrir tant qu'on peut, si on veut bien, tout en ayant l'objectif de rester en stratégie locale. Mais après, le plus important, en fait, c'est d'arriver à trouver l'endroit qui va bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout seul au milieu de nulle part. L'important, un peu comme on a sur le site des Écrevols à Troyes, c'est de pouvoir en fait avoir sur place un boucher, un primeur, un boulanger, enfin que le client puisse trouver en fait au travers d'un seul site différents produits locaux. Et cette expansion, elle se limite finalement, si je puis dire, quand même à un aspect interrégional. On ne vous voit pas en Bretagne, loin de vos bases de production ? Ce serait un petit peu plus difficile, ne serait-ce que pour la logistique, mais bon, après, ça serait moins justifié d'aller s'installer en Bretagne dans la mesure où vendre de la viande auboise en Bretagne n'a plus vraiment de sens. Est-ce que vous avez décidé ce développement à l'instinct ou par le biais d'opportunités ? La stratégie, elle se fait au jour le jour ? Si vous voulez, le magasin des Écrevols qui a été ouvert si mes souvenirs sont bons, c'était en 1990-91, à la base n'était pas plus destiné que ça en fait aux particuliers, dans la mesure où notre présentation en fait était particulière. Le libre service en sous-vide n'était pas encore dans l'air du temps. Et puis en fait, il s'est avéré qu'au fil de l'eau, ça convenait bien. On a ouvert ensuite le magasin de Chalongues et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le concept plaisait. Ça s'est fait au fil de l'eau. Voilà. Est-ce que ce développement n'aurait pas pu se faire sans l'organisation d'une bonne filière avec les éleveurs ? Vous dites souvent, vous le rappelez en préparant l'émission, c'est vraiment important d'avoir ce circuit très direct avec les éleveurs, c'est ça ?
Le rapprochement qu'on a avec nos éleveurs, déjà, ça nous permet à nous de savoir ce qu'on a comme bête, en fait. On n'achète pas n'importe quoi. On a des gens avec qui on travaille de manière récurrente. Ils connaissent nos besoins, ils connaissent nos exigences. Et si on veut bien servir nos clients, en passant par de l'éleveur local, qui nous connaît et que l'on connaît, ça nous assure en fait une sécurité pour notre client. Et des axes de développement, parce qu'on voit en ce moment la viande, il y a une réduction quand même de la consommation. Est-ce qu'il y a des pistes de développement sur des produits différents ? Alors on essaye de le proposer notamment sur l'éducation nationale parce que ça nous a quand même impacté nos volumes au niveau du scolaire. On propose aujourd'hui quelques produits végétaux qui ne vont pas dans le sens de la société mais qui nous permettent en fait d'apporter quelque chose de qualité tout en étant sans viande. Merci en tout cas d'être venu dans ce studio, 17 ans après votre père. On se donne rendez-vous dans 17 ans, soit avec vous, soit avec la nouvelle génération. On va faire une tradition maintenant. Eh bien écoutez, pourquoi pas. Merci beaucoup Agathe Huguet. Merci. À très bientôt. On se retrouve dans un tout petit encart publicitaire, après un tout petit encart publicitaire pour la suite de Réussite. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Dernier invité de Réussite pour notre émission spéciale. Que sont-ils devenus? Nous réinvitons des entreprises venues dans ce studio et dans ce magazine pour savoir comment elles se sont développées depuis. Avec nous, Franck Lecoq, créateur et dirigeant de Provexi, que l'on avait reçu en 2014. Bonjour. Bonjour. Franck Lecoq, il y a 7 ans, quand on vous avait reçu, vous nous avez présenté finalement ce qui était un tout nouveau métier, l'aide à la gestion des biens immobiliers pour de grands investisseurs par le biais de l'informatique et du conseil notamment. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour nous remettre dans le bain, nous décrire à nouveau ce métier qui est un peu particulier quand même? Cette première fonction originelle. Écoute, en tous les cas, elle n'a pas évolué depuis 7 ans. Ça a été au fait, elle a pris un petit peu d'ampleur, mais on est toujours auprès des propriétaires et gestionnaires immobiliers pour les aider à assurer la meilleure gestion technique de leur patrimoine. Je prends souvent le parallèle avec la comptabilité. Donc voilà, un chef d'entreprise, par exemple, doit tenir à jour une comptabilité pour bien gérer sa société, avoir des relations avec les administrations. Et néanmoins, la comptabilité, on voit bien que c'est différent de la conduite de l'entreprise. On peut avoir des comptes à jour et puis une entreprise qui... le comptable n'est pas la performance. C'est à peu près le parallèle que l'on a pour nous. Cette gestion technique demande de manipuler beaucoup de documents, beaucoup d'informations. La tenir un jour est un métier à part entière que l'on a pris et pour lequel les propriétaires continuent à nous confier énormément de choses. Donc, voilà. En 2014, vous nous aviez dit que le chiffre d'affaires et votre effectif allaient doubler dans les 5 années. Et c'est chose faite, bravo en tout cas. Cela est dû à la diversification également de vos services et propositions de logiciels. On est parti donc de
la réglementation, comment aider les gestionnaires de biens immobiliers à travailler cette réglementation et à la surveiller. Et vous ne faites pas uniquement du conseil de diagnostic, votre gamme de logiciels s'est étendue, un petit peu comme si Microsoft avait créé Word, et puis après, sa suite Office, c'est un petit peu la même chose. Je vous propose de découvrir donc l'univers de Provexi et ses nouveaux produits dans ce reportage signé Eline Wisnicki. Depuis sa création en 2003, Provexi a bien évolué. Ce cabinet d'ingénierie qui s'adresse aux propriétaires et gestionnaires de grands parcs immobiliers propose aujourd'hui de nombreux services répartis en 4 catégories. Les différents services que propose Provexi sont orientés vers la gestion donc, des diagnostics réglementaires et donc des risques, tout ce qui est autour de l'amiante ou du dossier diagnostic technique nécessaire par exemple en cas de vente ou en cas de location d'habitation. Des services plutôt orientés autour de l'hygiène, la sécurité de l'environnement et des contrôles réglementaires des équipements, donc les contrôles périodiques par exemple des ascenseurs. Des services orientés plutôt environnement avec la performance environnementale, les suivis de consommation, la performance énergétique et un petit peu tous les services qui rentrent dans la gestion technique plus globale avec des outils de suivi de sinistres, de gestion des plans pluriannuels de travaux, de suivi de ces travaux et de gestion plutôt documentaire et ou d'audit. Provexi fournit des services techniques avec prestations, mais aussi des services informatiques. Pour cela, l'entreprise a développé une plateforme composée de différents modules personnalisables selon les besoins du client. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va intégrer la structure patrimoniale du client pour qu'il retrouve tout son patrimoine, qu'il puisse accéder à un bâtiment, où on voit donc avec la photo et l'adresse, et puis derrière à toutes les thématiques métiers qui l'intéressent sur son bâtiment. Donc ici par exemple, on peut venir gérer la thématique de l'amiante, les contrôles périodiques des équipements, les suivis de travaux, etc. Pour le client, ce dispositif a plusieurs intérêts. Alors le premier intérêt, c'est d'avoir déjà une plateforme qui permet de centraliser toutes les données. Et puis le second intérêt, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement fournisseur de logiciels, mais également on propose un service sur mesure et, disons, d'accompagnement qui permet, via des équipes qui sont spécialisées en interne, d'extraire la donnée des différents rapports de contrôle qui sont reçus, donc des rapports de diagnostic amiante, des rapports de contrôle, de bureau de contrôle pour les rapports ascenseurs ou autres, d'extraire cette donnée et de l'intégrer directement dans la base. Finalement, le client se connecte et a déjà toute sa donnée sans avoir besoin d'éplucher tous les rapports. Dans le futur, Provexi souhaite continuer à développer de nouveaux outils en fonction des besoins constatés chez les clients. Franck Lecoq, votre marché est très exigeant parce que très technique et qui doit tenir compte en permanence d'un univers réglementaire qui évolue sans cesse. Comment on fait pour être au courant de toutes ces données et les intégrer dans vos logiciels ? Alors, c'est vrai que l'entreprise, comme on le disait, c'est bien développé. Et donc, là, aujourd'hui, avec 58 collaborateurs, on arrive à avoir une cellule de juristes et de R&D constituée de plusieurs personnes qui viennent justement nourrir cette exigence de service. Grâce à ce panel de services, vous avez pu toucher une autre clientèle ? Oui, c'est vrai que historiquement, on était beaucoup avec des propriétaires qui avaient vocation à louer leurs biens, donc des foncières. On s'ouvre aujourd'hui vers des sociétés occupants qui ont aussi un patrimoine important. On peut peut-être citer par exemple Orange ? Oui, patrimoine d'Orange. On travaille également sur le patrimoine de la SNCF, donc ce qui donne des dimensions assez importantes. Là, au dernier décompte, on était à plus de 70 millions de mètres carrés gérés. Donc ça commence à faire des volumes assez importants. Alors 70 millions de mètres carrés gérés en France, mais vous commencez à vous intéresser, peut-être par la force des choses aussi, à l'Europe ? Oui, on est sollicité à l'Europe. Récemment, il y a 2 clients qui investissent sur du patrimoine en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Et donc, on adapte nos outils pour prendre en compte cette nouvelle donnée. En fait, c'est avec des clients français qui s'implantent là-bas, c'est ça ? Alors, c'est des clients français qui, en effet, s'implantent là-bas. Je pense à un d'entre eux qui est maintenant à une dimension européenne. Donc, on est content d'être sollicité par eux en disant tiens, votre outil, on aimerait bien l'utiliser dans les autres pays, puisqu'il y a une vraie volonté d'harmonisation. L'Europe prend une réalité pour les grandes entreprises. Donc, à nous de suivre. Comment vous faites pour vous faire connaître ? Le bouche à oreille.
C'est tout. Oui, c'est facile ça. Oui, c'est facile. C'est vrai que le facteur clé de succès de Provexy, on n'a pas encore changé de recette parce qu'on n'en voit pas de meilleure. C'est vraiment, on va dire, l'excellence opérationnelle. Donc c'est une exigence très élevée sur le produit. Il s'agit pour nos clients alors c'est vrai que je dis toujours, il y a 3 recettes, il faut leur fournir un outil utile, utilisable et désirable. C'est inspiré des démarches de design de service. Et donc c'est ce qui nous permet d'avoir des outils qui sont toujours en adéquation avec leurs besoins. L'autre recette aussi, c'est cette excellence opérationnelle, mais à tous les étages de l'entreprise, c'est-à-dire du point de départ qui est commercial pour être bien en adéquation avec les besoins jusqu'à la facturation, puisqu'aujourd'hui un bon produit ne suffit pas à être un partenaire vis-à-vis de nos clients, ils sont exigeants sur tous les périmètres de l'entreprise. Donc c'est vraiment toute l'entreprise qui œuvre à cet élément-là. Voilà, on a vocation à être le fournisseur que tout le monde a envie d'avoir. Et justement, fournisseurs d'autres sans doute existent aujourd'hui sur le marché, alors qu'il y a 7 ans, vous étiez peut-être un peu les seuls. Est-ce que la concurrence s'est installée ? Alors, pas vraiment. Elle s'est installée sur la partie logicielle. Oui, on a vraiment une concurrence un peu plus avancée. Mais une prise en compte globale telle qu'on sait le faire pour vraiment amener, en tous les cas, une intention forte d'amener une performance à l'entreprise qui va prendre notre service. Je pense qu'on a encore un petit peu d'avance, mais ça veut dire qu'il faut continuer. Et il y a d'autres projets qui suivent d'ailleurs pour continuer à être très attractif pour nos clients. Face à ce développement, vous avez besoin de recruter. Oui, exactement. Là, actuellement, il y a 4 postes. Alors, rapidement, responsable administratif et financier, un ingénieur informatique, un ingénieur chargé d'affaires et de développement et un ingénieur commercial. Voilà. Vous envoyez vos mails, soit à Canal 32, soit à Provexy. Alors, je vous propose de rester dans les ressources humaines, Franck Lecoq. Justement, en 2014, on avait montré dans le reportage que vous étiez un peu à la pointe en matière de RH, comme on dit, en prenant soin de votre personnel. C'était un peu le début de ce qu'on appelle la RSE, c'est ça ? Oui, en tous les cas, alors c'est le début exprimé, mais l'intention était déjà au cœur de cette démarche. Aujourd'hui, on a même été encore plus loin, puisqu'on a ouvert le capital aux collaborateurs, puisque l'entreprise s'est transformée en scope, qui permet justement à tout le monde de porter un regard aussi sur son entreprise, pas uniquement dans son activité, mais avoir une dimension peut-être même tous un peu entrepreneuriale, ou qui est une nouvelle dimension que prend l'entreprise, qui est en construction, puisque bien sûr la scope est récente, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à trouver. Encore une fois, Provexy, c'est avant tout à des hommes qui produisent du service. La partie logicielle n'est que le support à un travail humain. Donc voilà, assez logiquement, les choses vont de pair. Vous imaginez bien que faire d'une start-up, parce que c'est un petit peu ça quand même au départ, Provexy, faire d'une start-up et la transformer en scope, c'est quand même extrêmement original. Je ne vais pas dire avant-gardiste, parce que ce serait dommage de dire ce mot, mais ça reste vraiment très pionnier encore. Oui, et puis... je vais m'envoyer 2-3 fleurs en plus, mais non, je suis fils de fleuriste, oui. C'est pour ça. Oui, c'est une fierté, c'est une vraie fierté. Et puis, c'est aussi prouver que quand les choses vont bien, les choses peuvent évoluer. Voilà, c'est vrai que l'image de la scope est souvent perçue comme quelque chose de défensif par rapport à une situation. Pour moi, je le vois plutôt quelque chose de prometteur par rapport à maintenir l'attractivité de l'entreprise, même pour nos clients, d'avoir une garantie de son bon fonctionnement. Qui doit donc s'adresser à une coopérative. En tout cas, bravo, il n'y a de richesse que d'hommes, comme dit la belle expression. Merci Franck Lecoq pour toutes ces explications. On vous souhaite évidemment bon vent, parce qu'on sent bien que le vent vous pousse très 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 loin. Merci Bruno pour la préparation de cette émission. On termine évidemment réussite par l'agenda de la CCI et on se retrouve le mois prochain. Au revoir. Dans l'agenda de la CCI ce mois-ci, une réunion aide au choix du statut juridique le 10 mars, une matinée d'information pour vous permettre de choisir le statut juridique de votre future entreprise. Une réunion réalisée en visio, le coût est pris en charge par la CCI.
Le 12 mars, un webinaire numérique RGPD, les clés pour réussir votre mise en conformité. La mise en application du RGPD, le règlement général sur la protection des données, est obligatoire pour toutes les entreprises et organisations depuis mai 2018. Seuls 28% déclarent l'être à ce jour. Cette réunion, animée par Gilles Burizek, vous aidera à y voir plus clair. Le 23 mars, vous pourrez assister à une réunion d'information sur les dispositifs d'aide mis en place pour les hôtels, cafés, restaurants et discothèques. Pour cela, rendez-vous à la salle Robert Casmich à Herville-Châtel. Inscription sur le site de la CCI. Enfin, le 30 mars, un atelier « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» De 9h30 à midi, vous pourrez participer à une demi-journée d'information sur la création d'entreprises, coût pris en charge par la CCI.